Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Vendée Globe, jour 15. Et c'est un jour record. On va encore revenir avec une flotte qui s'est cassée en deux et qui va peut-être encore se casser. Il y a peut-être encore un morceau qui va être distancé dans les prochaines heures de course. On verra ça avec la météo. On reviendra bien entendu sur tout ce qui s'est passé sur les 24 dernières heures, sur le classement général, sur les statistiques. Et vous allez voir, c'est important. Des 24 dernières heures, alors je n'aurai pas le record, moi, mais je peux vous dire que ça va encore très vite du côté des conditions de vent. Et puis, on essaiera de voir un petit peu la suite au niveau météo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous avez des questions que je peux répondre, parce que des fois je ne peux pas répondre à certaines questions. Quand vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, seulement si vous voulez soutenir mon travail et seulement si vous avez les moyens, eh bien vous pouvez faire un super thank. Je remercie les gens qui le font. Je remercie également les gens qui s'abonnent depuis le début de la course. C'est assez dingue les chiffres d'abonnement que l'on a fait depuis le départ. Et puis, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, ça permet de me soutenir. Plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Je précise aux fans de cyclisme, j'ai enregistré les 2 premiers débriefs de fin de saison, enfin, voilà. Donc je sais, ça arrivera je pense dans la semaine, je sais pas quand précisément, donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne, je pense pas avant mercredi. Mais voilà, ça sera peut-être mercredi, jeudi, vendredi à 21h. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne à ce moment-là si vous voulez voir quand les vidéos seront mises en ligne. Bon, on commence tout de suite. On commence tout de suite avec la météo. C'est un peu la même situation qu'hier. On avait dit c'était le décollage pour rester devant ce front. Eh bien, c'est très simple. Le front, il avance un petit peu plus vite que les concurrents. Donc, l'idée, eh bien, c'est de bombarder, c'est de tabasser, c'est de tartiner. C'est d'attaquer, push, comme on disait en Formule 1 à l'époque de Fernando Alonso, push, push, push. Là, il faut cravacher. C'est l'obligation, là maintenant, pour les concurrents, parce que il faut réussir à rester le plus longtemps possible à ce niveau-là du front. Ça va être compliqué pour ceux qui sont à l'arrière, ils vont se retrouver un petit peu plus dans la molle et le corridor en plus se resserre. Plus vous êtes à l'arrière, plus le corridor se resserre. Plus vous êtes à l'avant, plus le corridor est large. C'est une stratégie. C'est une situation météo qui favorise les hommes de tête. C'est pour ça qu'il fallait aller vite dans cette fameuse zone de sortie de poteau noir, le large du Brésil, pour pouvoir avoir cette dépression le plus longtemps possible. Et c'est là où on voit que les bateaux modernes ont un petit avantage par rapport aux bateaux de la génération précédente. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc ça, c'est la météo dans les heures à venir. Donc vous voyez avec le front qui continue d'avancer, de descendre, hop, hop, hop. Et au bout d'un moment, il va distancer les coureurs de tête. Ça sera peut-être demain, dans 24 heures, ça sera peut-être un peu plus tard. Mais vous voyez qu'il va descendre. Et ensuite, ça sera dur de rester devant. Mais ça reste quand même l'objectif d'éviter d'être dans la molle. Voilà, d'être dans la queue de cette dépression, d'être dans du vent plus faible, de rester dans du vent important dans les heures à venir. Donc ça va être l'objectif. Donc, avec cette dépression. Sainte-Hélène n'est plus forcément hyper bien placée, mais on verra si ça évolue dans les heures à venir. Mais voilà, la dépression est là. Mais voilà, l'objectif, ça va être de rester le plus possible devant cette dépression. Donc, avec cette trajectoire-là, ils vont descendre très sud tout de suite. Donc, ils vont atteindre les 40e rugissants, ce qui veut dire qu'en termes de température, hop, on va descendre très vite en dessous des 15 degrés de température. Ce qui reste encore raisonnable, parce qu'il y aura bien pire ensuite. Mais voilà, on descend très vite dans les mers du Sud. Donc là, vous voyez, les températures diminuent. On est sur du 22 degrés et ça va continuer au fur et à mesure des journées. Ça, c'était la situation. Et au niveau du courant, vous voyez, ça reste raisonnable. Voilà. Au niveau de la situation, au niveau du courant, je ne sais pas s'il va me l'afficher rapidement. Il va avoir du mal. Ça charge un petit peu. C'est le courant, les vagues, je sais jamais. C'est les vagues, voilà. Ça reste raisonnable. Il y a un peu plus de houle, mais on est sur du 2 mètres. Donc ça ne devrait pas être catastrophique. Ça ne va pas se renforcer non plus nettement. Donc on va rester dans des conditions de navigation
qui sont tranquilles, enfin tranquilles pour ces bateaux-là, de Vendée Globe. On va regarder la deuxième partie de la flotte, la bataille des dériveurs. Eux, les conditions de vent sont beaucoup plus faibles, hein. On est sur du 11 nœuds. Il commence à être portant, ce vent. Ça va commencer à aller un petit peu plus vite. Mais vous voyez, eux, ils vont être obligés de se décaler vers l'est, énormément vers l'est, pour continuer à avoir du vent. Eux, il faut qu'ils évitent cette zone de molle là. Il faut vraiment qu'ils l'évitent au maximum. Et une Isabelle Joschke, une Louis Burton, bah, ça va pas être facile pour eux, parce que je pense qu'ils vont tomber, eux, dans cette zone de molle. Donc ça va les distancer de la tête de la course. Peut-être aussi qu'à partir de Romain Athanasio, là, ce petit groupe de 3, Pipe R, Athanasio, Damien Seguin, va également se retrouver dans de la molle, et donc être distancé par les bateaux de tête. Du côté des bateaux à dérive, donc là vous voyez, il va falloir partir plutôt plein est et tenter d'avoir du vent, mais ensuite éviter de se faire bloquer par Sainte-Hélène. Donc ça va être très tendu pour eux. Autant pour les bateaux à foil de tête, la situation météo était plutôt simple, autant pour les bateaux à dérive, déjà qu'ils vont moins vite, en plus ils ont une situation météo plus complexe. Donc c'est loin d'être évident, et vous voyez, le vent va largement baisser dans 24 heures, donc voilà, ils vont se retrouver de nouveau un petit peu bloqués. Donc peut-être que je pense que le positionnement Jean-Luc Ham est plutôt bon, et que le positionnement Le Turquet Louis Duc, donc plutôt à l'extérieur, vous voyez, va être plus compliqué à gérer dans cette situation-là. Donc je pense que le positionnement Le Cam, Bélion, Marseille, Coleman, pardon, et Violette d'Orange va être pas mal. Ça va être plus compliqué peut-être pour Louis Duc, également pour Arnaud Boissière et pour Kojiro Shirashi, qui ont repris un petit peu de vitesse dans ces conditions-là par rapport au bateau à dérive. Droite classique. Voilà, c'était le point météo. On regarde tout de suite la situation, les concurrents qui ont des petits problèmes, qui ont eu des petits soucis. Eh bien, on commence avec Oliver R. C'est l'information de ce début de journée du côté d'Oliver R. Eh bien, pénalité, vous voyez là, hein, il y a une trace qui n'est pas très belle ici. Il était contre le vent. Eh bien, pénalité. Pourquoi? Il a pris une pénalité de 2 heures qui lui a été infligée par la direction de course, car il s'est séparé d'une voile sans prévenir en amont la direction de course. On se souvient que Clarisse Kremer s'est séparée d'une voile, mais elle avait prévenu la direction de course. Et là, on n'a pas prévenu la direction de course avant. Donc la direction de course n'aime pas quand il y a des situations comme ça, des situations dangereuses, et peut vous pénaliser parce que vous ne les avez pas prévenus qu'il allait avoir une situation dangereuse, et qu'en cas de en cas de trajectoire bizarre, eh bien eux ils s'inquiètent, ils peuvent lancer parfois des procédures de secours, donc ils n'aiment pas s'inquiéter pour rien. Donc c'est pour ça qu'ils ont pénalisé un petit peu Oliver R du fait de ne pas les avoir prévenus. Avant, ils tapaient sur les doigts, voilà, ils faisaient une réprimande. C'était arrivé à Damien Seguin qui n'avait pas prévenu la direction de course qu'il allait plonger sous son bateau pour enlever des sargasses. Ce qui n'avait pas plu à la direction de course, mais lui avait tapé sur les doigts. Maintenant ils mettent pénalité. Ils ont durci un petit peu le ton au niveau de la sécurité. Problème de réveil pour Sébastien Marcet. Et oui, au bout de 2 semaines de course, après un poteau noir, il peut y avoir un petit peu de fatigue pour Sébastien Marcet, que je vais retrouver. Il est où Sébastien Marcet? Ah, là, je l'avais perdu. Voilà, donc type panne de réveil ce matin pour Sébastien Marcet, qui devait faire une vacation. Il a dit, en fait, il a un réveil dans le bateau. Vous savez, des réveils, des sortes de minuteurs qui sont très très bruyants. Et lui, il double avec une montre connectée. Donc voilà, il a 2 réveils comme ça, montre plus le réveil du bateau. Et en fait, il n'a pas dû mettre le réveil du bateau, ce qui fait qu'il n'y a eu que le réveil de la montre connectée qui ne devait pas être suffisamment fort, ce qui fait que ça ne l'a pas réveillé. C'est ce qu'on appelle un lundi matin en entreprise. Il avait certainement la trace d'oreiller encore sur le bord du visage quand il a fait sa vacation, qui arrivait avec un petit peu de retard. Voilà, les vacations, normalement, c'est plutôt le matin, c'est 6-7 heures du matin. Et là, sa vacation à lui est plutôt arrivée à 10h30 du côté de Sébastien Marcet. Problème gastrique pour Kojiro Shirashi, le concurrent japonais. Le bateau va vite en ce moment, plus vite que ses adversaires non-foilers. Hein. Si vous regardez, il va un petit peu plus vite que Tanguy Le Turquet, qui pourtant va vite.
Mais voilà, des petits problèmes de soucis gastriques. Alors, c'est pas un gros problème. On va dire, il faut que ça soit quand même surveillé. C'est moins problématique qu'une douleur à la cheville ou qu'à un genou, que quand vous êtes mis un coup. Ça reste quand même un souci parce que ça veut dire qu'au niveau de l'alimentation, tous les nutriments sont peut-être pas absorbés. Donc vous pouvez perdre des calories, vous pouvez retrouver un petit peu en dette de calories, on va dire, sur une journée. Donc c'est ça qu'il va falloir contrôler, surtout qu'ils ne perdent pas trop l'appétit du côté de Kojiro Shirashi. Mais voilà, tomber malade, ça peut arriver sur un Vendée Globe. Voilà, on a eu des concurrents qui parfois avaient des gros rhumes et de la fièvre. Ça peut arriver de manière assez surprenante. Voilà, sur un départ notamment de Vendée Globe. Donc là, voilà, Kojiro Shirashi, petit problème gastrique en ce moment du côté du concurrent japonais. Et puis je voulais signaler Damien Seguin également, qui a décidé de réparer un petit peu son bateau, de faire un tour de son bateau. Il faut savoir que pas mal de concurrents là ont fait il y a quelques jours un tour du bateau avant de descendre dans les mers du Sud. Parfois on monte au mât, on fait un petit check-up ou on regarde avec un drone. Parfois les concurrents maintenant ont des drones à l'intérieur des bateaux pour vérifier le mât, pour vérifier que rien ne soit cassé avant d'aller dans les mers du Sud, qu'il n'y a pas un dommage structurel sur le bateau, parce qu'on peut avoir des gros soucis ensuite dans les mers du Sud si le bateau n'est pas un minimum opérationnel. Donc on contrôle toujours un petit peu le bateau avant d'aller dans les mers du Sud. C'est ce qu'a fait Damien Seguin. Il a notamment épongé le fond de cale du bateau, le fond de coque, l'arrière de la coque. Aussi, vous avez toujours un petit peu d'eau qui rentre et ça permet de voir une vidéo assez impressionnante de la vitesse de ces bateaux. Et pourtant, on ne sait pas le plus rapide en ce moment, Damien Seguin, mais de voir la vitesse quand même des bateaux à foil de ce côté-là. Et puis, Violette d'Orange, qui a parlé un petit peu de nourriture. Vous savez que la nourriture, c'est important. Alors déjà, c'est important parce qu'il faut réussir à avoir le maximum de calories et ne pas perdre trop de calories, ne pas se retrouver en sous-nutrition, mais aussi ne pas prendre trop de poids parce que certains concurrents, parfois, se retrouvent à un Vendée Globe à prendre 3-4 kilos parce qu'ils ont embarqué beaucoup de nourriture et qu'en fait, ils n'ont pas dépensé autant de calories que ce qu'ils pensaient. Et parfois, on se retrouve à avoir des surprises comme ça. C'est pour ça que avant, quasiment, on ne différenciait pas la nourriture des mers du Sud foncièrement de l'équateur. Et maintenant, on différencie. C'est-à-dire que dans l'équateur, on mange moins. Dans les mers du Sud, on mange plus. Voilà, on change un petit peu les apports caloriques et on essaye d'avoir l'apport calorique le plus proche de la réalité. Donc c'est une réflexion avec des nutritionnistes. Parce qu'on a eu parfois des concurrents qui avaient pris 3, 4, 5 kilos sur un Vendée Globe, ce qui peut sembler surprenant. Et donc, Violette d'Orange, eh bien, l'importance de la nourriture. J'avais vu un reportage notamment avec Yoran Richaume qui travaille avec un grand chef pour sa nourriture à Pertizé. C'est également le cas du côté de Violette d'Orange. Et surtout, elle a du fromage. Notamment, là, elle se mange en ce moment de l'osso irati, un fromage basque. Et voilà, elle a été chez un fromager pour réussir à récupérer beaucoup de fromage. Faut savoir que certains diront le fromage c'est pas hyper en termes de nutrition, c'est pas exceptionnel, mais il faut aussi que ça soit de la nourriture qui fasse plaisir. Et chaque skipper a un peu ses petits trucs réconfort. Alors, certains c'est le fromage, d'autres c'est la viande séchée, la viande de grison, notamment certains c'est les Smarties par exemple, ou les M&M's, ou les barres de Mars, ou les Snickers. Alors il y en a certains c'est les pommes potes. Alors sachant que les pommes potes, il y a quand même une règle en voile pour tous ces produits-là, donc tous les produits en gourde, vous n'avez pas le droit d'en embarquer plus d'un certain nombre, parce que c'est considéré que vous pouvez remplir les gourdes avec de l'eau pour en faire du lest, voilà, pour vous servir de ballast. Donc c'est considéré que ces produits-là, les produits en gourde, vous êtes limité, vous ne pouvez pas en prendre 400 kilos. Mais certains c'est les compotes. Chaque concurrent a un peu ses petits trucs, ses petites envies. Certains c'est un peu de brioche. Même au niveau de la nourriture lyophilisée, certains vont adorer un plat, donc vont le prendre peut-être à 10-15 reprises dans un Vendée Globe. Certains parfois détestent un plat, donc vont essayer de l'éviter au maximum. Mais la nourriture c'est partie intégrante de la performance. Et par exemple, Jean Le Cam a une particularité, il n'embarque pas le lyophilisé. Jean Le Cam, depuis toujours, c'est de la pertisée. Et Jean Le Cam a une particularité aussi. Dans son bateau, il n'utilise pas une casserole. Il utilise une poêle.
parce qu'il dit que la poêle, ça permet de diffuser la chaleur plus rapidement qu'une casserole. Donc il utilise moins de bonbonnes de gaz en utilisant une poêle. Voilà, mais au niveau de la cuisine, je sais que certains prennent de la harissa, par exemple, ou du tabasco pour agrémenter des plats, des bouteilles d'huile d'olive. Parfois, là j'ai vu, par exemple, c'est Cornic, Antoine Cornic qui a de la San Pellegrino. Il a une bouteille de San Pellegrino par semaine, voilà, une bouteille d'eau pétillante. Voilà, chacun a son petit truc réconfort aussi au niveau de la nourriture et se fait plaisir de cette manière-là. On regarde eh bien, le classement et vous allez voir que bien, la flotte, donc encore une fois, s'est divisée en deux. Vous avez un premier peloton, on va dire, qui s'arrête à Benjamin Dutreux. Ensuite, vous avez 3-4 coureurs qui sont, on pourrait dire, en cyclisme dans les voitures de directeurs sportifs. Et puis ensuite, déjà à partir de Luberton, on est un petit peu dans un autre monde. Alors Luberton, Isabelle Joschke sont un peu dans un no man's land. Et puis les bateaux à dérive se retrouvent un petit peu ensemble et à la traîne du côté de la flotte. En tête, Charlie Dalin avance, qui reste stable avec Thomas Ruyant. Vous voyez, 43 000 entre les deux. Hier, on était à peu près pareil. Hier à 11h, voilà, il y avait 36 000, donc vous voyez, il y avait 5 000 d'écart. Charlie Dalin qui avait un petit peu perdu hier en soirée, notamment par rapport à Johan Richomme qui a avancé comme une fusée. Et puis, il a réussi à retrouver un petit peu d'avance, voilà, sur les 4-5 dernières heures. Désormais du côté de Charlie Dalin qui avance quand même 555 000 en 24 heures. Entre 11h hier et 11h aujourd'hui, c'est le concurrent qui a parcouru le plus de 1000. C'est pas celui qui a battu le record, mais sur les 24 dernières heures, donc entre 11h hier et 11h aujourd'hui, c'est celui qui a parcouru le plus de 1000. Charlie Dalin en tête, deuxième Thomas Ruyant, bateau portant rapide et qui menace Charlie Dalin, vous le voyez, dès que les conditions de vent sont un petit peu plus fortes, on va remettre le vent, hop, et vous allez voir, c'est assez visible, dès que le vent est un petit peu plus fort, eh bien il arrive à aller un petit peu plus vite. Voilà, hier, vous voyez, il réduit un petit peu son retard, dès qu'il est un peu plus proche de la dépression, voilà, de ce front, parce qu'il est un petit peu plus sud, alors légèrement, hein, vous voyez, donc il récupère un petit peu plus de vent par rapport à Charlie Dalin. Mais là, on voit que sur les 4 dernières heures, par exemple, c'est vraiment Charlie Dalin qui a accéléré nettement. 93 000, c'est celui qui va le plus vite sur les 4 dernières heures devant Ruyant et devant Johan Richomme, légèrement devant Johan Richomme qui a fait 24 heures excellentes. Johan Richomme, on va revenir encore du côté du bateau Paprec, un bateau qui va extrêmement vite. Nouveau record du côté de Johan Richomme. Il a explosé le record précédent. Désormais, on est quasiment à 580 000. Le record précédent était aux alentours de 551 du côté de Johan Richomme, qui allait à une vitesse de dingue. Il a battu 2 fois le record dans la nuit, Johan Richomme. Et là, ça va à une vitesse folle. Vous allez voir comment il est remonté à un moment sur les concurrents. En milieu d'après-midi, vous voyez, donc là on le voit, il est un petit peu plus nord que les autres. Il va descendre, changer de trajectoire, aller un petit peu plus sud. Et alors là, il a réduit parfois par pelleté. Vous voyez, là, à 19h, au point de 19h, il y avait 68 000 de retard pour Richomme. Et à 23h, il n'y avait plus que 50 000. Vous allez voir, à 3h du matin, il y avait 49 000. Donc là, il stabilise par rapport notamment à Thomas Ruyant. Et ensuite, ça a légèrement réaugmenté. Mais vous voyez, il a fortement accéléré en fin de nuit. Ce qui lui a permis d'être hyper rapide. Et puis ensuite, on a un petit peloton avec les 3 concurrents devant là, qui s'échappent un petit peu. Et puis on a un petit peloton là avec Sébastien Simon, Jérémy Bayou. Le problème de genou a l'air de pas trop l'handicaper parce qu'il a quand même parcouru 541 000 en 24 heures. Il a réduit un petit peu l'écart par rapport à certains concurrents. Et il est notamment repassé quasiment devant Sam Goodchild. Il a un peu repris de temps par rapport à Sébastien Simon. Et Nicolas Lunven également qui a repris un petit peu de couleur. Lui qui avait vécu 24 heures, il disait où il n'avait pas été bon. Nicolas Lunven, voilà, il n'avait pas été bon en termes de stratégie. Et il l'a même dit en interview, il faut que je me reprenne parce qu'il ne faut pas que je les laisse partir, les petits camarades de devant. Eh bien, il s'est bien repris avec 541 000 de parcours, donc quasiment autant que Jérémy Bayou. Donc ça va vite également dans ce petit groupe-là, même si Johan Richomme est allé un petit peu plus vite. Vous voyez qu'on est quand même sur des allures proches des bateaux de tête et encore à des distances raisonnables.
d'une centaine de milles. C'est pas encore catastrophique hein, d'avoir 100 000 de retard. Vous voyez, c'est 5-6 heures de navigation. Donc ça reste un écart tout à fait raisonnable pour ces concurrents-là. Et ils ont un peu devancé Bestaven, un petit peu plus lent Bestaven, hein, 522 000. Donc voilà, il perd une dizaine de milles Bestaven pour le moment. Donc voilà, il est un peu moins en bagarre avec eux. Ensuite, autre concurrent, c'est Paul Meillat avec son bateau biotherme qui s'accroche et qui continue de s'accrocher. Hein. C'est vrai que, alors c'est pas évident, hein, vous voyez que lui il a fait moins de 500 000, c'est plus par contre que Samantha Davis et il s'accroche à ce peloton de tête, mais vous voyez qu'à partir de Yannick Bestaben ça commence à s'échapper un petit peu quand même hein, pour ses concurrents là et lui il est un peu dans la queue du peloton, hein, il ferme le manche. Il tient le manche, comme on dirait un petit peu en cyclisme. Voilà, il est à l'arrière du peloton avec Samantha Davis dans ce deuxième groupe à la fin de cette première partie de peloton. Donc voilà, pour Samantha Davis et Paul Meillat. C'est plus compliqué pour Justine Métro. Alors je ne sais pas si elle n'a pas un problème technique, mais on voit quand même que les bateaux de génération précédente, c'est-à-dire pas les bateaux neufs, les bateaux de génération précédente, ont du mal à suivre la cadence des bateaux de devant. C'est le cas de Sam Goodchild, c'est le cas également de Justine Métro. Je voulais voir sa moyenne par rapport à Sam Goodchild. 425, Goodchild, il a 505. Ouais, donc elle est quand même plus lente que Sam Goodchild. C'est plus compliqué. Elle paye peut-être sa stratégie Est lors de la traversée du Brésil. Sa stratégie Ouest, pardon, du côté de la traversée du Brésil, qui a été un petit peu plus compliqué à gérer. On voit que Clarisse Kremer la rattrape. On voit aussi que Boris Herrmann la rattrape aussi. Boris Herrmann, ça va un peu mieux en termes de vitesse pour le concurrent allemand. Mais voilà, Justine Métro un peu plus en difficulté. Mais on s'aperçoit qu'encore une fois, les bateaux de génération précédente ont un peu du mal à suivre la cadence des bateaux de dernière génération. Et je pense que c'est parce que les bateaux de dernière génération sont beaucoup plus stables en vol. Je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de Thomas Ruyant, des vidéos de Johan Reichaume, des vidéos même de Nicolas Luneven. Les bateaux sont très stables par rapport à avant et surtout ça tape beaucoup moins, j'ai l'impression. Parce on se souvient du Vendée Globe précédent et même en 2016-2017, quand vous regardiez des vidéos d'images de bord à l'intérieur des bateaux, déjà les mecs étaient complètement cramponnés. Alors ils ont quand même les casques hein, pour des questions de sécurité, mais je trouve que c'est un peu moins dur sur les hommes. Donc le vol est plus stable, ça veut dire qu'il y a moins de perte de vitesse parce qu'avant, les bateaux à foil, donc ils prenaient de la vitesse, l'avant décollait un petit peu, donc ça se cabrait un petit peu comme une moto, hop, et puis au bout d'un moment, ils tapaient le foil décrochait, donc l'avant redescendait d'un coup, ils enfournaient dans les vagues. Donc ils perdaient beaucoup de vitesse, ils perdaient 10 nœuds, 12 nœuds, 13 nœuds d'un coup. Là, j'ai l'impression que le foil décroche, mais ils arrivent toujours à avoir l'avant quand même un petit peu au-dessus des vagues. Et ce qui fait qu'ils tapent que le haut des vagues et pas le bas des vagues. Et ce qui leur permet de garder de la vitesse. Tu t'aperçois quand même sur la vidéo de Johan Reichaume, sur d'autres vidéos, grosso modo, les variations de vitesse entre le minimum et le maximum, c'est 5 nœuds. Avant, c'était plutôt 10, 12, 13 nœuds. Donc il y a fait une différence et c'est peut-être ce qui permet à ces bateaux-là en ce moment de s'échapper par rapport aux bateaux de génération 2020 qui ont un petit peu plus de mal à tenir la cadence. Bon, Boris Herrmann, lui ça va bien en ce moment, Boris Herrmann. Alors oui, il a perdu un petit peu de temps, mais il retrouve des conditions de mer qui sont favorables à son bateau. Je rappelle pourquoi elles sont favorables à son bateau. Ligne de flottaison, il est un peu haut sur l'eau. C'est un bateau qui a été conçu pour être fiable, c'est un bateau qui est plus lourd, parce qu'il est plus fiable aussi. Et surtout, il a en termes d'aérodynamisme, il n'a pas la même stratégie que d'autres bateaux. Donc il a réfléchi différemment l'aérodynamisme. Mais c'est un bateau qui est fait pour les mers difficiles. Et forcément, il rentre là où il va être performant ce bateau-là, c'est dans les mers du Sud. Et donc il faudra se méfier de Malizia, qui je pense sera efficace dans ces mers-là. Et puis Benjamin Dutreux, qui est là avec Guyot Environnement Water Family, et qui s'accroche toujours. Hein, il essaye de résister, mais lui, il ferme vraiment la marche là en ce moment. Mais vous voyez, même la flotte de tête commence à s'étaler un petit peu en longueur parce que un Benjamin Dutreux, il a quasiment 400 000 de retard sur la tête de course, c'est-à-dire quasiment 18 heures, 20 heures de navigation d'écart, ça commence à faire beaucoup. On retrouve ensuite un petit groupe qui a une journée de navigation de la tête de course, c'est le groupe Pip Air, Romain Attanasio, qui continue d'aller quand même à une bonne vitesse, Romain Attanasio,
Vous voyez, mais c'est des bateaux qui vont un petit peu moins vite hein, que le reste de la flotte, que ça soit Damien Seguin, que ça soit Romain Attanasio, Pipe Air. On s'aperçoit quand même que Damien Seguin, alors Damien Seguin, il a un bateau de génération 2016-2017 parce qu'il a le Maître Coq 4, le vainqueur certes du dernier Vendée Globe, mais qui était un bateau qui n'était pas de génération 2020, qui était de génération 2016. Et donc il a du mal à tenir la cadence de Romain Attanasio, de Pipe Air, qui sont aussi sur des bateaux de génération 2016, mais vous voyez quand même les différences. Même entre les différents foilers, c'est que les bateaux de cette génération-là n'arrivent plus à suivre les bateaux de tête. On voit en vitesse pure, et voilà, vous voyez 400 000, 410 000, ce qui sont déjà des moyennes énormes hein, pour des monocoques. Mais devant, ça va trop vite. Devant, ça va à plus de 500 000 par jour, et ils ne sont pas en capacité d'aller à ces vitesses-là. Donc même eux commencent à se dire la victoire et le top 10, il va falloir qu'il y ait du monde qui abandonne, sinon ça reste compliqué. Louis Burton, il est au queue de la... Voilà, il est dans une situation où il n'y a pas beaucoup de vent, il y a surtout moins de vent que pour ses concurrents de tête. Il a raté l'entrée en gare de la dépression, donc maintenant il rame un petit peu Louis Burton, voilà, son problème technique lui coûte cher. Malgré tout, 345 000 dans des vents pas très élevés, ça reste pas mal, ça reste un peu plus rapide que Isabelle Joschke, notamment, qui est dans des conditions similaires, et l'écart entre les deux augmente. Là, on va voir, on va prendre Isabelle Joschke, qui est également sur un bateau de génération précédente, c'est l'un des plus vieux bateaux à foil de la flotte. Isabelle Joschke, vous voyez, voilà, l'écart augmente entre les deux, et vous voyez que Louis Burton, lui, il est tombé dans une zone un petit peu plus de molle. Hein, vous voyez le bateau noir et jaune un petit peu en bas, lui, il est tombé dans des zones de molle que n'ont pas eu les hommes de tête, donc forcément ça fait des écarts, et ça fait quasiment maintenant 42-43 heures de navigation en termes d'écart. Allez, même quasiment 2 jours de retard désormais pour Louis Burton. Jeannot Lecam, lui, il est 20e pour le moment dans la bataille des bateaux à dérive. Il a repris un petit peu d'avance par rapport à ses petits camarades. Hein, vous voyez, si on regarde en termes de latitude, hop, c'est un peu mieux que Louis Duc, qui pourtant avance quand même vite, mais ça va un petit peu plus vite du côté de Jean Lecam, mais ça reste quand même une belle bagarre entre cette voie est, cette voie ouest, donc la voie ouest avec Tanguy Le Turquet et Louis Duc, qui va, je pense, avoir du mal, parce que quand on voit l'évolution météo, il semblerait que le vent aille un petit peu plus fort du côté de la voie est que du côté de la voie ouest. On verra si c'est vraiment le cas dans la fiabilité des fichiers météo. Et puis derrière, la bagarre, Éric Bellion, Jean Lecam qui va quand même à 313 000 en 24 heures, ce qui est une bonne moyenne, mais devant, ça va quasiment 2 fois plus vite. Et oui, c'est ça la différence maintenant entre un bateau à dérive et un bateau à foil de dernière génération. Et Violette d'Orange, voilà, est toujours là, 288 000, elle fait une belle journée encore. Mais Louis Duc et Tanguy Le Turquet, ça charbonne. Hein. Louis Duc 322 000, Tanguy Le Turquet 327 000. Mais vous voyez, malgré le fait qu'ils charbonnent, ils ne sont pas en mesure d'aller chercher les concurrents de devant. Et je pense que lors du prochain Vendée Globe, ça va être compliqué de boucler les budgets pour des bateaux à dérive. Même si techniquement c'est des budgets qui sont moins élevés, le fait que tu puisses plus jouer du tout la gagne, même en faisant un choix stratégique, en termes de visibilité médiatique, bon, moi j'en parle parce que je parle de beaucoup de concurrents, mais les autres n'en parlent pas forcément. Vous voyez que là, ça va commencer à faire réfléchir les sponsors à se dire oui, mais moi j'ai envie d'être visible. Si je suis pas visible, voilà, c'est un peu un problème. Et les bateaux de génération aussi 2016-2017 vont commencer à être du mal à être vendus parce qu'ils vont moins vite aussi que les bateaux de tête. Donc ça va commencer à poser des questions à certains sponsors et à certains projets. On voit que les bateaux neufs, leur stabilité aujourd'hui, on a encore une fois 10 ans d'expérience sur ces bateaux-là, donc ça change aussi un petit peu la donne. Derrière, donc cette bagarre au niveau des bateaux à dérive, on voit que Sébastien Marcet n'arrive pas à tenir la cadence quand même. Benjamin Ferret, pardon. Plutôt que Sébastien Marcet aussi, mais il a un bateau plus âgé. Benjamin Ferret, il a un peu stabilisé son retard par rapport à Jean Lecam. Voilà, quand même 319 000 parcourus. Mais vous voyez que Louis Duc et surtout Tanguy Le Turquet carbure. Donc ça va bien. Tanguy Le Turquet, il arrive même à rivaliser avec Arnaud Boissière et avec Kojiro Shirashi quasiment. Donc c'est vraiment pas mal.
Et surtout, il va plus vite il va quasiment aussi vite qu'Alan Roura sur son bateau Hublot, également sur une voie S, qui a du mal à aller vite. Hein, ouais, c'est compliqué Alan Roura sur ce Vendée pour le moment. Ça doit être compliqué dans la tête aussi, mentalement. Et puis bon, on retrouve ensuite Guirec Soudé qui répare toujours sa fuite d'huile. Vous avez Sébastien Marseille, Manuel Cousin, Antoine Cornic qui a enfin du vent et je pense qu'il doit être très content parce que c'était très compliqué pour lui. Il est resté longtemps dans le poteau noir. Je pense qu'il s'est fait avoir dans le poteau noir. Il n'a pas abordé le poteau noir avec la bonne stratégie. Et donc Oliver Air, qui a été devancé désormais par Fabrice Amédéo, et puis l'écart va augmenter, je pense, dans les prochaines heures. Et puis Denis Van Venberg qui se rapproche également de ses deux compères là. Jin Kunshu, il va à quelle vitesse Jin Kunshu? Il va à 275 000. C'est-à-dire quasiment la même vitesse que Denis Van Venberg, mais avec des bateaux quand même plus âgés. Ça veut dire moins vite qu'Antoine Cornic, qui, je rappelle, est le bateau le plus vieux de la flotte. Donc c'est quand même pas très rassurant. Et Salbosch Verres qui a retrouvé de la vitesse. Désormais, lui, il va avoir des alizés. Ah, petit cadeau quand même. Le fait d'être sur une situation stratégique différente. Donc il va avoir des alizés désormais qui vont être vraiment bonnes. Je pense quand même qu'il s'est raté dans sa stratégie pour contourner... parce que, en fait, je pense qu'il a pas voulu choisir. Soit fallait partir au large, soit fallait partir plein est. Alors, soit fallait aller plein est comme Jean Le Canne, soit fallait aller plein ouest comme ce qu'ont fait les autres concurrents. Mais là, il est resté dans un entre-deux et je pense que son non-choix a fait qu'il s'est retrouvé à contourner et en plus à faire beaucoup de manœuvres. Hein. Vous voyez que là, quand il a contourné, ça a été très compliqué en termes de manœuvres sur les derniers jours. Si on prend le 23 novembre, voilà, donc il y a 2 jours, voilà, en 48 heures, il a fait ça comme manœuvre. Voilà, donc il s'est fatigué. Et là, il se retrouve avec du vent qui est un peu meilleur. Donc voilà, des petites alizés qui devraient l'emmener jusqu'au poteau noir, ce qui a été le gros problème des concurrents de la tête de la course du côté donc, de Salbosch-Verès. Donc ça devrait lui donner un petit avantage malgré tout. L'écart s'agrandit avec la tête de course. On va voir ça tout de suite même du côté de ce Vendée Globe. Eh bien, c'est Thomas Ruyant qui a désormais parcouru le plus de 1000 en 24 heures entre 11h hier et 11h aujourd'hui. 557 000 de parcouru, mais il est loin du record, ça va quand même vite. Le nouveau record de Johan Richomme avant homologation, 579 086, c'est-à-dire quasiment 1074 km. Et à ce rythme-là, on se dit quand même qu'il y a peut-être des bateaux qui vont être en capacité de faire peut-être 1120, 1150 km en 24 heures. Donc, ce qui nous emmènerait quasiment à 600 000 nautiques parcourus en 24 heures. Ce qui serait complètement dingue. Mais vous voyez qu'en tête de course, les bateaux à foil arrivent à faire des moyennes à 43-44 km/h, quand derrière, on a du mal à atteindre les 20 km/h de moyenne. Donc c'est ça aussi, où quand je vous le disais, c'est du simple au double en ce moment, les vitesses entre un Jean Le Cam et un Charlie Dalin. Charlie Dalin est deuxième de ce classement, avec 555 000. Et surtout, je voulais notifier qu'il y a 5 concurrents qui ont fait plus de 1000 km dans la journée. Ces 5 concurrents sont Thomas Ruyant, Charlie Dalin, Johan Richomme, Jérémy Bayou, Nicolas Lunven. Et le 6e a fait 994 km dans la journée, donc c'est pas loin. On retrouve ensuite un petit peu plus loin, 30 km derrière Sébastien Simon, donc qui est 6e de ce classement, Yannick Bestaven. Et ensuite, on retrouve Sam Goodchild, mais qui a fait quand même 100 km de moins que Thomas Ruyant. Donc, vous voyez l'évolution entre les deux générations de bateaux vulnérables et qui est le premier bateau de la génération 2020. Puis on retrouve ensuite Paul Meillat et Benjamin Dutreux du côté des concurrents. Du côté du record, on a repris de la distance. Charlie Dalin se rapproche du record d'Armel Lecléache. Il y a encore 576 000 nautiques de retard, mais hier on était à 700 000. Donc voilà, on a repris quand même pas mal de temps. Et 1066 km, voilà précisément. Et puis l'écart entre le dernier concurrent de la course et Charlie Dalin, eh bien désormais c'est plus de 4000 km qui séparent Salbosch Verès et Charlie Dalin. Même si Verès sera peut-être un petit peu plus rapide que Charlie Dalin pour aller récupérer le poteau noir pour le concurrent hongrois.
Bon, eh bien je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao ciao!